Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va essayer de comprendre de manière très pratique et très technique qu'est-ce qui fait la performance d'une action. Qu'est-ce qui fait en fait que le prix d'une action va s'apprécier dans le temps et qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir gagner de l'argent en investissant sur certaines actions, tandis que sur d'autres actions, on ne va pas gagner d'argent. Pour ça, on va commencer donc par un petit aperçu théorique. Ensuite, on verra deux exemples, un avec Fortinet et un avec Nvidia, pour essayer vraiment de comprendre quel est l'élément le plus important qui va jouer dans la performance d'une action. Mais avant ça, on va commencer par essayer de comprendre comment on peut gagner de l'argent en investissant en actions, comment on gagne de l'argent en investissant en bourse, tout simplement. Et je dirais qu'il y a trois facteurs qu'on va voir tout de suite. Le premier facteur, c'est ce que vous allez retrouver ici, dans le premier élément. Je mets les deux premiers facteurs dans un seul élément parce qu'ils sont très liés. Mais en soi, c'est deux manières de gagner de l'argent qui sont un peu différentes. La première manière, c'est par la croissance du free cash flow de l'action de l'entreprise sous-jacente. En fait, le free cash flow, c'est un niveau de bénéfice. En soi, on pourrait utiliser le net income ou l'operating profit, mais le free cash flow sera toujours plus précis. Et l'idée, c'est que quand vous détenez une action, en fait, vous détenez une part d'une société. En tant que détenteur de cette part, vous avez le droit de toucher une partie proportionnelle de ces bénéfices. Alors, vous ne décidez pas quand est-ce que vous la touchez, puisque c'est le management qui décide quand il fait des versements de dividendes ou des rachats d'actions, mais en théorie, dans la logique, vous pouvez retirer cette partie des bénéfices. C'est ça en fait que vous achetez lorsque vous achetez une action, vous achetez une part des bénéfices de la société. On comprend donc tout de suite que si on achète des actions d'une société qui est non rentable, eh bien en fait on achète quelque chose qui ne va rien nous rapporter théoriquement. Ou en tout cas pour l'instant, il faut que la société devienne rentable. Mais donc pour faire un investissement rentable pour nous, il faut que la société, l'entreprise derrière soit rentable et donc qu'elle génère de l'argent. Et si possible, de plus en plus d'argent. Parce que pour faire simple, une entreprise, si vous l'achetez à un moment où elle génère 1 million de free cash flow et que au bout d'un an, elle en génère 2 millions, eh bien vous, votre part des bénéfices, elle a doublé. Et donc votre action en valeur, elle a doublé. Tout a pris un coefficient multiplicateur de x2, parce que l'entreprise a généré 2 fois plus de bénéfices. La deuxième source de revenus quand vous achetez une action, ça va donc être une source plus brute, plus directe, c'est les dividendes et les rachats d'actions. Alors les dividendes, c'est vraiment direct, puisque là, vous allez toucher l'argent sur votre compte, même si il y a une part de fiscalité qui va s'ajouter, donc vous n'allez pas toucher tout l'argent, et c'est pour ça que je préfère souvent les rachats d'actions aux dividendes. Et ensuite, vous avez du coup les rachats d'actions, les buybacks, qui eux vont être plus indirects, puisque l'idée, c'est juste de réduire le nombre d'actions, et donc d'augmenter la valeur par action, ce qui fait que le cours de l'action va augmenter. Et le deuxième élément qui va jouer dans la performance d'une action, c'est l'évolution de son ratio de valorisation. Alors, on peut utiliser plusieurs ratios de valorisation. Moi, celui que j'utilise, c'est le EV sur Free Cash Flow, ça veut dire Enterprise Value sur Free Cash Flow. L'Enterprise Value, c'est la capitalisation boursière, plus les dettes moins le cash. C'est un petit peu plus précis, même si ça ne change pas la face du monde. Honnêtement, vous pouvez très bien prendre la capitalisation boursière, c'est juste que pour certaines entreprises qui vont avoir beaucoup de dettes, vous allez être un petit peu biaisé, mais c'est pas dramatique. Alors, sur ce deuxième élément, ce qui se passe, c'est que vous allez acheter une action à un prix que vous considérez comme en dessous de sa valeur intrinsèque. Une valeur intrinsèque, ça se calcule en faisant un DCF à partir des estimations de croissance de free cash flow, et vous espérez que la valorisation, le niveau de l'action va remonter au niveau de sa valeur intrinsèque. C'est ce qu'on peut appeler la stratégie value. En réalité, vous pouvez très bien adopter une approche telle qu'elle sur un investissement de croissance, de qualité, parce que juste l'idée, c'est toujours d'acheter le meilleur actif possible, la meilleure entreprise possible, au meilleur prix possible. Et donc le but, c'est de combiner les deux. Petite aparté également sur ce point. Le niveau de valorisation, ça va jouer sur un truc, c'est sur le rendement du dividende et des rachats d'actions. Ce qui se passe, c'est que plus le niveau de valorisation va être élevé, plus les dividendes et les rachats d'actions vont être dilués dans une masse d'actionnaires. Et donc vous allez toucher une plus petite partie. Par contre, sur un niveau de valorisation beaucoup plus resserré, eh bien là, vous allez toucher une grosse partie. Et c'est ce qui fait que quand vous achetez une action d'une entreprise à un niveau de valorisation très faible, c'est très important de regarder quelle est l'allocation de capital, parce qu'elle va vous impacter beaucoup. A l'inverse, si vous achetez une entreprise à un niveau de valorisation très élevé, l'allocation de capital devient moins importante, parce que mécaniquement, vous allez en toucher une petite partie, donc l'impact est moindre. Mais il est toujours important de regarder l'allocation de capital, ça en dit beaucoup sur le management également, et donc ça c'est intéressant à ce niveau-là.
Pour que vous compreniez bien ce que je viens de vous raconter, il y a ce tableau qui, en gros, va mettre en relation deux choses qui sont le niveau de valorisation en ordonnée et la croissance du free cash flow en abscisse. C'est pour estimer la performance de votre action. Et donc dans l'idée, si vous achetez à un niveau de valorisation de 10, ça veut dire que vous avez un rendement du dividende et rachat d'actions de 10% et que par conséquent, tous les ans, théoriquement, vous allez faire 10%. Alors c'est un peu moins vrai puisque le payout ratio n'est pas forcément de 100%. Là, c'est dans l'hypothèse qui serait de 100%. Mais dans l'idée, voilà, c'est que si vous avez une entreprise qui est peu valorisée, eh bien, vous allez pouvoir plus vous reposer sur le rendement. Tandis que si vous êtes une action qui est très chèrement valorisée, imaginons qu'elle est à 50 fois le free cash flow, bah là tout de suite il va falloir aller chercher de la croissance parce que sinon vous n'aurez pas une performance très bonne. Bon, maintenant qu'on a vu cette approche théorique un petit peu, on va passer à l'approche plus pratique avec l'exemple de Fortinet. Fortinet, c'est, pour ceux qui ne le sauraient pas, une action qui fait partie de mon portefeuille et qui je trouve est super à analyser parce que c'est vraiment un cas d'école. On va analyser une période de 2015 à 2025. Donc sur 10 ans, et entre 2015 et 2025, la performance totale de l'action Fortinet, ça a été 821%, donc ça fait x9, ce qui est plutôt pas mal, et en annualisé, parce que c'est beaucoup plus parlant, ça fait du 25% par an, ce qui est assez énorme, hein. 25% par an, honnêtement, c'est vraiment, vraiment beaucoup. Moi, j'adorerais faire du 25% par an, mais j'étais très petit en 2015, donc c'était compliqué pour moi de le faire. Mais bref, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on va essayer de comprendre quel est l'indicateur parmi les 6 que j'ai pris ici, et j'en ai caché un 9e que je vous révélerai à la fin de la vidéo. Parmi les 6 qui est ici, quel est l'indicateur qui va le plus se rapprocher de cette performance annualisée de 25%? On a donc le chiffre d'affaires, le revenu d'exploitation, operating profit. J'ai aussi pris les earnings per shares parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent ça. J'ai aussi pris l'operating cash flow, le free cash flow et l'equity qu'on va trouver dans le bilan comptable. Donc voici ce que ça donne entre 2015 et 2025. J'ai à chaque fois rempli toutes les cases et voici ce que ça donne en termes de performance annualisée. Le but, c'est évidemment qu'on se rapproche le plus possible de 25%. Pour le chiffre d'affaires, on est à une performance de 21,5%. Donc on sent qu'il y a un rapprochement assez bon, on n'est pas trop mal. Si on prend l'operating profit, par contre, là, c'est beaucoup moins bon, on est à 47,5%, donc beaucoup largement au-dessus, ce qui veut dire que c'est pas très précis. Si on prend les earnings per shares, on est à 66,8%. Donc là, on est carrément à l'ouest, il n'y a vraiment rien qu'on peut en tirer. Si on prend l'operating cash flow, on est à 26%. Donc là, on se rapproche très très proche. On sent que l'operating cash flow, on est déjà beaucoup mieux pour évaluer la précision d'une action. Et enfin, si on prend le free cash flow, on est à 25%. Donc là, on tombe pile poil. Ce que je veux vous dire, c'est que globalement, le free cash flow, c'est une super métrique qui, sur le long terme, eh bien, va souvent vous donner la meilleure appréciation fidèle en fait à la performance de l'action. Donc il faut toujours chercher une action qui va avoir une croissance de son cash flow qui soit la plus élevée possible, parce que c'est de ça que la performance d'une action va se rapprocher. On remarque aussi que l'operating cash flow, c'est très proche, c'est normal, donc ça performe pas mal, et que le chiffre d'affaires est pas mal non plus. Donc regardez le chiffre d'affaires, c'est très important. Moi, clairement, dans mes critères, j'aime bien avoir une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 10%, parce que je sais que, globalement, dans un ordre d'idée, eh bien, ça va me donner une performance de l'action supérieure à 10%. Alors, on passe maintenant à notre deuxième exemple avec Nvidia, et cette fois sur une période beaucoup plus courte pour vous montrer l'impact du ratio de valorisation qui va fausser tous les calculs qu'on va faire avant en fait. Donc si on prend sur une période plus courte de avril 2023 où elle était à 27 $, et septembre 2025 où elle était à 175 $, soit une performance de 548%, soit un x6,5 en à peine 28 mois, il me semble, donc c'est vraiment une performance folle. Je ne sais pas où vous étiez, mais vous auriez dû investir sur Nvidia, mais bref. Et là, on va pas trop parler en annualisé, parce qu'en fait, ce serait un peu bizarre, on va plutôt parler en mensualisé, ce qui est assez fou quand on regarde, c'est que Nvidia a délivré une performance mensualisée de 6,9%. Si je vous parle d'un investissement que vous ne connaissez pas, à 6,9% par mois, normalement, vous devriez fuir parce que vous vous dites c'est une arnaque. Dans le cas d'Nvidia, c'est pas une arnaque, c'est juste une entreprise qui a super bien performé ces dernières années. Donc on prend les mêmes critères et le but c'est évidemment de se rapprocher des 6,9%. Et voici ce que ça donne. On a en gros deux groupes. On a le revenu, donc le chiffre d'affaires, qui a une performance mensualisée de 6,8%. Donc on est super proche. Là, le revenu, le chiffre d'affaires a été le plus optimal. Et ensuite, on a tous les autres, de l'operating profit au free cash flow, qui ont tous donné des performances bien supérieures.
Évidemment, ça s'explique par un fait, c'est que le ratio de valorisation était très très élevé. En avril 2023, on était à 150 fois le free cash flow. Et donc, mécaniquement, on s'est retrouvé avec une perte de performance liée au fait qu'on a diminué, on a fait quasiment un divisé par 3 dans le ratio de valorisation. Ça montre quoi? Ça montre que même une entreprise très qualitative comme Nvidia, lorsqu'elle est achetée à un niveau de valorisation complètement délirant, ça vous permet quand même d'avoir une super performance, parce que je vous rappelle qu'on a fait du 548% en 2 ans. Mais vous n'aurez pas la performance maximale parce que le ratio de valorisation va quand même finir par se contracter à un moment ou à un autre. Donc faire attention au ratio de valorisation, même sur les meilleures entreprises, c'est très important. Ce que je dis là, c'est pas que Nvidia en avril 2023 c'était une idée de merde, parce que factuellement ça l'était pas, mais que un ratio de valorisation très élevé va toujours freiner votre performance. Et on l'observe dans le cas d'Nvidia. Alors petit point marrant, c'est que l'equity se retrouve toujours en performance inférieure à la performance de l'action. Là on est à 5,5% mensualisé, donc on est en dessous. Et sur Fortinet c'était pareil, on était à 10,6%, et là on était bien en dessous des 25%. Donc l'equity semble pas du tout être un bon indicateur. Je ne sais pas s'il y en a certains parmi vous qui le regardaient, mais moi c'est pas quelque chose que je regarde. De manière générale, la balance sheet n'est pas l'outil le plus indispensable quand vous investissez. Ça va vraiment être l'income statement et le cash flow statement, mais l'equity c'est pas le plus utile honnêtement. Donc conclusion de tout ça, moi ce que je retiens c'est 2 choses. D'abord, lorsque vous investissez sur une longue période, typiquement sur 10 ans pour Fortinet, c'était le bon exemple je pense, eh bien le ratio de valorisation va avoir tendance à diminuer en impact. Et donc vous pouvez vous concentrer davantage sur le free cash flow. Donc si vous estimez que vous allez détenir une action sur plusieurs années, peut-être plusieurs dizaines d'années, eh bien il faut surtout vous concentrer sur le rendement du free cash flow, la croissance du free cash flow. Par contre, si vous investissez sur du plus court terme, le niveau de valorisation est essentiel. Mais moi sur ma chaîne, je vends plutôt de l'investissement long terme, donc ça veut dire qu'il faudrait faire un peu plus abstraction de ce niveau de valorisation. Ce que ça nous dit, c'est que quand même, dans tous les cas, le ratio de valorisation va avoir un impact sur votre performance à la fin. Je vous donne quand même le dernier critère que je regarde, enfin le dernier indicateur que je vais regarder pour estimer la performance qu'on peut avoir sur une action. Et ce dernier critère, c'est le ROCE. Alors le ROCE, on le calcule avec les bénéfices en haut et le capital employé en bas. Et pour moi, c'est un super indicateur parce que vous rentrez dans la formule les bénéfices. Donc mécaniquement, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui va refléter une forme de performance. Et ensuite, vous mettez les capitaux employés en bas. Et les capitaux employés, il faut bien comprendre que c'est ce qui permet à l'entreprise de générer de l'argent. Donc ça veut dire que c'est littéralement l'indicateur qui va vous permettre d'estimer la rentabilité interne de votre investissement. Ça ne va pas directement correspondre à votre performance externe, la performance de l'action, mais c'est le rendement interne, ce que génère la boîte au sein d'elle-même. Et donc le rendement externe va toujours plus ou moins flotter autour du rendement interne. Et si on regarde le ROCE actuel de Nvidia, il est de 108%. C'est très proche de la performance annualisée de 123%. Et sur Fortinet, ça marche très bien également, puisque le ROCE, il est actuellement de 38%. Il a toujours été en gros entre 20 et 40%. Et l'action a délivré une performance de 25%. Alors évidemment, c'est pas exactement la même chose. 38, 25, il y a quand même une différence, et une différence notable, on pourrait dire. Mais c'est un indicateur qui va super bien donner une fourchette de performance, et peut-être plus qu'une fourchette, un plafond. Lorsque vous avez une action qui a un ROCE de 38%, moi je considère qu'elle peut délivrer. Elle peut délivrer jusqu'à 38% de performance. Au-delà, ça va être compliqué, parce que clairement, le rendement interne ne sera pas suffisant, mais elle le peut. Et ça, c'est super intéressant à regarder, parce que sur les entreprises qui ont des très faibles ROCE, et ça existe, il y en a beaucoup qui ont des très faibles ROCE, mais qui ont tous les autres critères ouverts, la croissance, le revenu, etc., ça veut dire que leur rentabilité interne est trop faible. Si elle a un ROCE de 10%, votre performance sur le long terme va être un petit peu plafonnée à 10%. Elle va avoir du mal à dépasser les 10% parce que le rendement interne de l'action est de 10% et donc le rendement externe va toujours flotter autour des 10%. Ça s'explique du fait que une entreprise a besoin de capitaux pour fonctionner, même si certaines en ont moins besoin que d'autres.
et que ces capitaux, ils ont toujours un coût. C'est ce qu'on appelle le coût du capital, ça va notamment être de la dette, etc. Une entreprise qui a un très faible ROCE et qui veut croître vite, elle va devoir s'endetter. Or, l'endettement, c'est pas quelque chose d'infini. Il y a toujours à me donner un frein à l'endettement. Et il y a toujours à me donner où il va falloir, et surtout pour une entreprise privée, où il va falloir dire, bah là on peut moins s'endetter que d'habitude. Et donc regardez le ROCE, regardez l'évolution du ROCE et regardez la croissance à côté du ROCE. Si vous avez une croissance qui est démesurée par rapport au ROCE, souvent c'est que c'est pas durable et que vous allez vous retrouver avec à me donner un frein à l'endettement et donc un frein à la croissance, puisque l'essentiel de la croissance vient du fait que l'entreprise va s'endetter pour générer cette croissance. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like et vous abonner. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.